Amis culturels, bonjour et merci d'être de notre crise et décadence de l'Afrique noire. Les versets noirs, c'est un ouvrage de Julien Makaya, paru aux éditions L'Harmattan Congo, avec une préface, il faut dire, de Pierre Tsémo et une postface de Ramsès Bongo. Bonjour, Julien Makaya. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, merci donc de répondre à cette invitation de Cultura. Et pour nos amis culturels qui nous suivent, il faut dire que Julien Makaya est psychologue, clinicien et manager des projets de développement communautaire. Il faut mentionner qu'il enseigne la psychologie dans les écoles professionnelles du Congo et travaille comme consultant en psychologie du sida auprès des organismes nationaux et internationaux. Alors, crise et décadence de l'Afrique noire, les versets nègres. Voilà le titre que vous avez publié récemment chez L'Harmattan Congo. Et il faut dire qu'en passant, vous rappelez là, n'est-ce pas, à notre lectorat, sinon à votre lectorat, que en toute chose, l'homme demeure, n'est-ce pas, l'épicentre. Sinon, la question de l'homme se pose en toute chose lorsque vous parlez de la décadence, lorsque vous parlez de la crise, n'est-ce pas, de l'Afrique noire. Évidemment, vous avez raison de le souligner, puisque l'Afrique est le continent qui a connu l'esclavage, qui a connu la colonisation et qui subit ce qu'on appelle le néocolonialisme sauvage et brutal. Vous savez qu'il y a eu des millions d'Africains déportés aux États-Unis pendant les siècles d'esclavage, appelés pudiquement traite négrière. Il y a eu des sévices et des crimes contre l'humanité. Et d'ailleurs, au début de l'ouvrage, je rappelle ce que le président français Emmanuel Macron dit à Alger, où il affirme que la colonisation est un crime contre l'humanité. Et je le rappelle dans l'ouvrage parce que ça a désorganisé la société africaine et le processus de développement. Et évidemment, la culture ou les cultures africaines ont été déstructurées à partir de ce que nous avons vécu. Et dans le livre également, nous parlons des dérives endogènes, puisque après près de 6 décennies de décolonisation, entre guillemets, ce sont des Africains qui sont aux affaires. Pour autant, les choses ne bougent pas dans le bon sens. Donc, les dérives endogènes sont également le leitmotiv de notre réflexion dans cet ouvrage. Et il faut dire, pour terminer, la question de l'identité de l'homme de race noire transcontinentale, c'est-à-dire l'Africain du Sub-Sahara et l'Africain de la diaspora, celui qui a été déporté pendant la période de l'esclavage et celui qui est parti après les indépendances et qui se trouve de l'autre côté confronté à la culture occidentale. Et ce sont ces questions que nous mettons, la crise identitaire, la perversion culturelle que nous constatons actuellement, et nous allons peut-être en débattre, c'est l'ossature de l'ouvrage que nous avons publié chez L'Harmattan Congo. Voilà. Alors, puisque vous avez parlé de Macron, également en épigraphe, vous le mentionnez, et je cite, n'est-ce pas, cet extrait que vous relevez donc d'Emmanuel Macron. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. Il faut dire que voilà, c'est très profond, c'est beaucoup de densité. Absolument, absolument. Je vais saluer une dame, c'est Madame Taubira. Son dernier poste, elle était ministre de la Justice en France. Elle a mené ce combat, qu'on reconnaisse que ce que le caucasoïde a fait subir au congozoïde, à l'Africain, au nègre, c'est un crime contre l'humanité. Évidemment, aujourd'hui que le candidat Macron l'ait dit et aujourd'hui président français, c'est le début. Comme ça. Et ça participe du point de vue du traumatisme transgénérationnel, à la prise de conscience du nègre qui lui-même devait se rendre à l'évidence que
le retard dans le développement de l'Africain noir est aussi dû à ce qu'il a vécu au cours de l'histoire. Voilà. Alors, Julien Makaya, il faut dire que vous ouvrez tout de suite cet ouvrage par ce que vous intitulez l'Évangile de l'apôtre Nègre. Et pour prendre finalement la première partie, je vous lis et je vous cite: en m'inspirant du 5e livre de la Bible, le livre de Deutéronome, au chapitre 28, à partir du 15e verset, où Dieu proclame des malédictions à ceux qui enfreignent ses commandements, je proclame aussi les versets nègres, comme si je ne suis pas digne de le faire à cause de mon animisme congénital et transgénérationnel. Voilà un peu, comme liminaire, n'est-ce pas, de l'évangile de l'apôtre Nègre. Et alors commencent toutes les malédictions que vous prononcez à l'endroit de ceux ou de celles que vous estimez ne pas être dignes de ceci ou de cela. Absolument. Évidemment, quand vous avez l'être humain, l'homo sapiens, qui lui décide d'esclavagiser un autre homo sapiens pour une seule raison, la différence de la couleur de la peau. Plusieurs siècles d'esclavage, presque un siècle de colonisation. Et le néocolonialisme brutal. Je vous citerai des exemples. Vous savez que, pas très loin de chez nous, ici, Barthélemy Boganda aurait été le premier président de l'Ubangi Chari, l'actuelle République centrafricaine. Vous savez que Emery Patrice Lumumba a été éliminé simplement parce qu'il voulait de l'indépendance totale du Congo, dit belge. Vous savez que Thomas Sankara a été éliminé. Vous savez que Sylvanus Olympio, qui voulait quitter le franc CFA, a été également liquidé. Comment voulez-vous, pour une fois, il faut que ces paroles soient dites par un Africain. Et ce que nous avons fait. Mais nous n'arrêtons pas là. Autant nous ne sommes pas d'accord que Bismarck ait accueilli la meute des dirigeants européens pour se partager l'Afrique comme un gâteau à une fête, autant on dénonce également les dérives endogènes, puisque actuellement ce sont les Africains au sud du Sahara qui dirigent les États africains, et que la situation, elle n'est pas meilleure lorsque nous constatons les réalités dans les pays subsahariens. Que les enfants soient assis à même le sol, alors que l'éducation constitue la base du développement, et que les ressources ne servent pas essentiellement au développement, il faut également dénoncer les dérives endogènes qui retardent le développement de l'Afrique près de 6 décennies après les indépendances. C'est des questions, et c'est pour ça que j'ai intitulé ce chapitre « L'évangile de l'apôtre Nègre ». Cette fois-ci, vous allez écouter la parole qui vient d'un Africain et qui ne fustige pas que le caucasoïde, mais qui fustige également le nègre, qui lui fait pire que le colon. Voilà, le nègre fait pire que le colon, vous mentionnez et vous montrez, n'est-ce pas, entre les lignes, que finalement le nègre, n'est-ce pas, est responsable de ses propres malheurs, pour ne pas dire que le nègre, n'est-ce pas, est le loup pour le nègre. Évidemment. Et les exemples sont légions. Les exemples sont légions. Regardez la situation des pays africains. Qu'un autre pays africain se mette à piller les richesses d'un pays voisin pour faire le développement, c'est lui. Déstabiliser un pays voisin en finançant la guerre ou en déstabilisant une partie de cette république pour prendre les richesses et développer dans son propre pays, alors qu'on peut, dans un contexte de l'organisation de l'Afrique, nous avons l'Union européenne, faire en sorte que les richesses d'un pays servent à l'ensemble du continent sans qu'on puisse verser du sang. Et ça, c'est une réalité. Je ne veux pas citer les pays, vous savez, suivez mon regard. Merci. Je mentionnais donc tout à l'heure que là, vous l'avez mentionné, Julien Makaya, que les exemples sont légion, n'est-ce pas, du point de vue historique, que ce soit l'histoire lointaine ou l'histoire, n'est-ce pas, qui est très proche aujourd'hui, l'histoire qui est en train de se construire, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et pourtant,
généralement, on a cette coutume de condamner le blanc pour le malheur, n'est-ce pas, des nègres. Et vous mentionnez tout en mentionnant, vous l'écrivez tout en mentionnant la responsabilité du blanc, mais davantage du nègre lui-même, puisque là vous parlez du nègre, qui est au centre, qui crée le malheur, n'est-ce pas, du nègre. Et en mentionnant aussi également les négriers que vous maudissez, il faut dire en passant, dans le premier, il faut dire... dans l'évangile de l'apôtre Nègre, nous le disons. Mais ce que je veux rappeler, c'est que qui partait prendre les esclaves? Ce n'est pas le blanc. Quand il arrivait au niveau des côtes, il avait besoin des Africains pour aller prendre des esclaves et emmener au bord de l'océan pour qu'ils soient déportés aux Amériques. Et ces Africains qui ont vendu leurs semblables, ils ne sont pas innocents. Qui a assassiné Thomas Sankara? Même si l'instigation venait des Occidentaux, mais ce n'est pas un blanc qui a tiré sur Thomas Sankara. Mais on pouvait dire, on trouverait une autre solution que de liquider ce brillant Africain. Qui a assassiné, qui a donné l'ordre d'assassiner Patrice Lumumba quand il est arrivé au Katanga? Mais l'histoire, les témoins de l'histoire ont parlé. Évidemment, le rôle de l'Africain dans la déstabilisation et dans le retard du développement de l'Afrique ne devait pas être négligé. C'est pour ça que, autant nous faisons le point, nous dénonçons l'esclavage déshumanisant des Noirs, appelé pudiquement traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme brutal, autant nous ne minimisons pas le rôle du nègre lui-même dans le sous-développement du continent, tout au moins dans sa partie subsaharienne. Voilà. Toujours dans ce texte, il faut dire très profond, vous dites ceci au 12e, n'est-ce pas, donc dans sa 12e phase. Je plains mes congénères qui distinguent le noir américain antillais du noir subsaharien. Les deux ont le même ancêtre et ont le même destin transculturel. Il est plus que pressant, dans la perspective de la renégrisation du noir transcontinental, que le nègre antillais et le nègre subsaharien engagent des projets communs de développement intégral dans la continuité du tandem Césaire-Senghor. Évidemment. Et évidemment, c'est clair qu'aujourd'hui, Césaire et Senghor et les autres ont créé la négritude. Aujourd'hui, Alpha Blondy et Tiken Jaffa Koli ont hérité de ce que Bob Marley a fait de l'autre côté. Mais c'est ce que le monsieur, l'animateur Claude Iciard essaie de faire avec ce qu'on appelle génération consciente. Parce que il faut reconnaître que l'Africain déporté vit les mêmes réalités en termes du développement que l'Africain, et qu'il y a des choses à gagner ensemble en faisant en sorte que le nègre subsaharien et celui de la diaspora puissent avoir des projets communs du développement. Parce que le racisme, par exemple, ce n'est pas une réalité de l'Afrique subsaharienne seulement. Le noir, vous suivez les médias, vous voyez ce que les noirs subissent en Amérique, aux Antilles et même en Occident, pays des droits de l'homme. Et pourtant, le racisme est encore présent. Qu'est-ce que nous pouvons construire ensemble? C'est pour ça que ces combats ne sont pas des combats qu'il faut mener de façon fractionnée. Il faut réfléchir ensemble. Je rêve des grands colloques qui regrouperaient les intellectuels noirs américains, des intellectuels de la diaspora occidentale de race noire et les intellectuels subsahariens sur les questions d'identité du nègre, sur les questions de culture et sur les questions de socialisation de nos enfants. Voilà. Alors, Julien Macalia, tout de suite, je vais vous inviter à lire un extrait que vous prendrez au choix, pas dit au hasard, n'est-ce pas, de votre ouvrage, et je vous le donne. Alors, je vais vous lire L'Immortel. C'est un texte dédié à Thomas Sankara. Il est né près de 4 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans ce territoire d'Afrique occidentale sous protectorat français.
Il était marié et père de 2 enfants, il était militaire de formation, il était foncièrement contre l'impérialisme et le néocolonialisme, il défendait le panafricanisme comme Lumumba, Nkrumah et Mandela, il était précurseur dans l'écologie, il était altruiste, il pratiquait le sport et la musique pendant ses heures de détente, il aimait son peuple, il défendait l'équité entre les hommes et les femmes, il était fier d'être africain. Officier militaire, il avait le sens de l'honneur et le respect de la parole donnée. Arrivé au pouvoir quelques années après l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, qu'il admirait pour son engagement contre l'impérialisme et le néocolonialisme, il a instauré la révolution politique, économique, sociale, culturelle dans son pays. Il était courageux et disait la vérité sans embâche à ses interlocuteurs, fussent-ils des dirigeants des États les plus puissants du monde. Il a éveillé la conscience historique et patriotique de son peuple. Il a restauré la dignité et la fierté chez les Africains subsahariens. Il a réussi à mobiliser son peuple qui a envisagé de se prendre en charge en construisant un chemin de fer les mains nues. Il assimilait l'aide publique étrangère à la mendicité et à l'indignité. Il avait engagé une lutte acharnée contre la dépravation des mœurs africaines et contre les antivaleurs. Il souhaitait la libération des peuples opprimés d'Afrique du Sud, de Palestine et du reste du monde. Il avait débaptisé son pays, patrie des hommes honnêtes, dans un continent africain où plusieurs États étaient dirigés par des dictateurs et des autocrates corrompus jusqu'à la moelle épinière. Merci pour l'immortel. Alors, pourquoi l'immortel? Pourquoi Thomas Sankara? Pourquoi est-ce que c'est, n'est-ce pas, ce penchant, cette finalement inclinaison vers le panafricanisme ou autre chose qui habite Julien Makaya? Mais parce que je suis panafricaniste moi-même. Parce que le morcellement des États africains à Berlin n'arrange pas l'Afrique. Mieux on est structuré et uni, plus on est fort. Et le panafricanisme, c'est le chemin de l'avenir. C'est demain pour le développement de l'Afrique. Regardez les grands ensembles. Les États-Unis, c'est plus d'une 50aine d'États. L'Europe a compris que devant la montée de la Chine, de la Russie, la Fédération de Russie et de l'Inde, il faut s'unir. Il crée l'Union européenne. L'Afrique ne pourra exister demain dans ce monde où l'égoïsme primaire et l'égocentrisme grégaire gèrent les intérêts du monde. L'Afrique a tout intérêt. Et ce que les pères fondateurs, les Nkrumah, avaient pensé dès le début. Et Thomas Sankara l'avait compris. Et c'est pour ça qu'il a été éliminé. Et aujourd'hui, je l'appelle l'immortel parce que ses idées ont survécu. Et ces idées abreuvent aujourd'hui les jeunesses africaines qui revendiquent légitimement les droits des peuples. C'est le cas du ballet citoyen, de Filimbi et peut-être de Y'en a marre au Sénégal. Et c'est pour ça que j'ai rendu hommage à Thomas Sankara. Voilà. Parce que c'est un grand dirigeant africain du XXe siècle. Ok. J'aimerais quand vous parler des jeunes, de la jeunesse. Et on sait que la question de la socialisation de la jeunesse, n'est-ce pas, vous tient à cœur. Et entre les lignes, cette question revient. Pour ne pas dire, c'est invite, n'est-ce pas, à une socialisation digne et honnête de la jeunesse vous préoccupe. Premier, pourquoi? Parce que c'est le destin de l'Afrique noire demain, cette jeunesse. On dit que la population africaine, elle est jeune. Et que d'ici 2050, l'Afrique devrait atteindre son émergence par le développement humain. Mais pour cela, il faut préparer notre jeunesse à assumer cette responsabilité. Si vous avez des jeunes qui sont mal préparés au développement et à assumer les responsabilités, ils ne pourront pas être compétitifs vis-à-vis des jeunesses d'autres continents. La deuxième chose, quand vous avez à l'école aujourd'hui des diplômés dégradés, permettez-moi l'expression, puisque vous avez
des fuites de matière, des notes qui sont sexuellement acquises. Vous avez également ce qu'on peut appeler l'achat des diplômes, des notes dans nos établissements scolaires, du collège à l'université. Quelle est la jeunesse qui va assumer les responsabilités demain? Donc, il faut que l'Afrique se ressaisisse. C'est une question importante, fondamentale, cardinale pour l'Afrique de demain. C'est pour ça que nous lançons le cri d'alarme dans ce livre, et ça fait partie des éléments essentiels. Cette crise au niveau de la socialisation des jeunes, si elle n'est pas réglée, elle va conduire d'ici un siècle à la décadence de l'Afrique. Mais la décadence, Julien Makaya vous en parlez, la décadence de l'Afrique noire, et nous y sommes, pour ne pas dire que nous en parlions, puisque c'est déjà l'objet, n'est-ce pas, de votre ouvrage, et c'est le titre même de votre ouvrage. Mais évidemment, je vais prendre deux exemples. La question, on parle du village planétaire. Ce que Léopold Sédar Senghor évoquait dans sa thèse d'ailleurs, la civilisation de l'universel. Que va apporter l'Afrique lorsque le Tobamburi, les Mboto, considérés aujourd'hui comme rétrogrades? Est-ce que quand vous mangez l'hamburger, vous êtes considéré comme quelqu'un de bien éduqué? Et quand vous mangez le Tobamburi, les Mboto, on considère que vous n'êtes pas bien élevé. Un peuple se définit par son identité. Et nous, en tant que peuple, la langue, les rituels funéraires, les rituels de mariage, le côté vestimentaire, c'est ce qui va distinguer le Congolais du Chinois, par exemple. Mais si nous perdons tout ce qui vient de nos traditions, nos danses, qualifiées de folklore, et qu'aujourd'hui, nous-mêmes avons honte de ce que nous sommes, qu'apportons-nous dans la civilisation de l'universel? Et c'est là, au rendez-vous du donner et du recevoir, nous apportons quoi? Vous nous apportez l'hamburger aussi? C'est ça ce que le Congolais apportera. Donc, nos langues, nos danses, nos rituels, c'est ça la marque de notre identité. Et nous devons tout faire pour défendre cela, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, Julien Makaya, puisque nous parlons de cette jeunesse, n'est-ce pas, responsable, n'est-ce pas, futur responsable, pour demain, de notre demain, je m'en vais tout de suite à la page 53 pour, n'est-ce pas, l'étudiant Campusard. Il est toujours bien coiffé, bien rasé, bien habillé et bien parfumé. Il s'accroche de façon obsessionnelle, voire compulsive, à son apparence physique. Il est souvent en costume 3 pièces dont les couleurs sont harmonisées avec la cravate, la chemise et les chaussettes, ceci pour respecter la trichologie ou l'harmonie des 3 couleurs prescrites par la SAP. Son costume est toujours enfilé de manière rituelle à l'occasion de tous les rendez-vous inutiles, en dépit du soleil implacable sous les tropiques. Il porte des chaussures de marque, souvent empruntées pour la circonstance à un condisciple ayant une pointure supérieure à la sienne. Pour adapter cette chaussure à sa pointure, il use de certaines techniques. Tantôt, il est obligé de placer une masse de chiffon au fond de la chaussure pour adapter sa longueur à la dimension de ses pieds. Tantôt, il superpose sur chaque pied 6 chaussettes pour s'adapter à la taille de la chaussure. Il peut parcourir plusieurs kilomètres à la marche sous le soleil d'Afrique pour exhiber son costume griffé et sa chaussure. Alors, je vais partir, n'est-ce pas, vers la fin, puisqu'il y a un contraste que vous mentionnez et qui m'intéresse. Et certainement que vous allez en faire un commentaire. Et dans ce commentaire, dans ce contraste, vous mentionnez ceci. Malgré cette organisation chaotique de sa vie sociale, il a toujours des bons résultats académiques. Il critique avec lyrisme la gouvernance des autorités de son pays, tout en animant paradoxalement le fan club d'un ministre en fonction. Une stratégie de l'étudiant Campesard pour bénéficier des largesses de ce dignitaire qui puise sans épuisement
dans les caisses de l'État. Il recherche depuis quelques années une inscription dans une université européenne afin d'échapper au chômage chronique qui frappe la quasi-totalité des jeunes diplômés de son pays. Peut-être s'engagera-t-il en politique, parrainé par le ministre dont il a la charge des fan clubs, lorsque le visa Schengen lui sera refusé. La politique ne reste-t-elle pas le seul moyen pour obtenir de l'argent facile dans cette Afrique moribonde? Voilà l'interrogation sur laquelle vous chutez. Et le contraste, je l'ai relevé, Julien Makaya, de cet étudiant, n'est-ce pas, cette jeunesse socialisable que vous mentionnez, qui gère, n'est-ce pas, ce contraste. En même temps, il n'aime pas la politique. En même temps, il critique, n'est-ce pas, les autorités dans ce pays. En même temps, il est l'animateur des fan clubs. Mais vous en mentionnez la suite. Je soulève à la fois la question de l'anomie, de l'aliénation, l'étudiant qui, lui, passe son temps à porter des habits qu'il va prendre auprès de ses amis pour apparaître et pour... Et paraître aussi. Paraître. Apparaître et paraître. Et paraître. Pour être ce qu'il n'est pas. La question de l'aliénation est soulevée. Naturellement, comme ça. Il y a plusieurs questions que vous soulevez. La deuxième question que nous soulevons, voilà, c'est la question de l'insertion des cadres. Je rappelle dans le livre qu'il a des bons résultats scolaires. Au-delà de toutes les fantaisies, n'est-ce pas? Évidemment, il a des bons résultats scolaires. Comment il fait? Mais vous voyez bien que ce que les psychologues appellent le conflit intrapsychique. Il dénonce, mais il sait que pour survivre, il a besoin finalement de pactiser avec ce dirigeant pour bénéficier des largesses. La question centrale qu'on soulève aujourd'hui, c'est celle de l'insertion des jeunes, diplômés ou pas diplômés. C'est une question fondamentale. Quand on a formé des cadres, comment l'étudier? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez, la prolifération des partis politiques dans les pays africains, créés par des jeunes sans expérience? Il n'a jamais géré même un petit magasin du quartier et il est président d'un parti politique et veut briguer les suffrages pour aller soit au Parlement, soit au conseil municipal, etc. Mais c'est quoi en réalité? Mais on fuit le chômage. La deuxième question, c'est celle de la prolifération des églises dites de réveil, que nous ne soulevons pas sur le chapitre que vous, dans le chapitre que vous avez soulevé, mais qui en filigrane se trouve dans les autres textes. La question centrale aujourd'hui, quelle est la société que nous voulons? Construire, bâtir. Et comment nous y prenons pour y arriver? Quelle est la vraie question? Aujourd'hui, vous avez au Nigeria Boko Haram qui n'a pas du mal à enrôler les jeunes, à endoctriner des jeunes. Vous avez des milices qui sont créées. Et quand vous discutez avec ces jeunes, parmi eux, il y a des diplômés, des ingénieurs. Évidemment. Mais vous avez la question du visa que nous soulevons en conclusion de ce chapitre. Mais ça vous rappelle la question de la Méditerranée qui est devenue un cimetière à ciel ouvert, où des jeunes diplômés, des jeunes qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi dans leur pays, essaient de rejoindre le faux Eldorado européen. Et qui finissent dans la Méditerranée. Avant, on les mettait dans les cales des bateaux pour aller dans les Amériques, dans les champs des cannes à sucre. Aujourd'hui, la fuite de cerveau se fait au péril de ceci. C'est une vraie question que l'Union européenne devait traiter. Alors, entre autres, vous avez présenté, donc nous avons présenté ensemble, pour ne pas dire que nous avons essayé de parcourir finalement ces quelques thèmes, mais il faut dire que des grandes thématiques, n'est-ce pas, demeurent, n'est-ce pas, ici peut-être inexplorées encore dans ce livre, Crise et décadence de l'Afrique noire, mais avant de terminer, puisque nous arrivons, n'est-ce pas, dans la chute de notre entretien, Julien Makaya, la question
de l'institutionnalisation du mariage, l'institution, n'est-ce pas, que vous présentez comme étant une institution également, la question de la femme, la question de la beauté africaine, n'est-ce pas, que là aussi que vous mettez en valeur. Nous considérons que le texte sur la femme africaine est un texte puissant, puisque nous abordons la question de, j'allais dire, du complexe, pour parler comme monsieur tout le monde, que gère l'Africain. Le fait de se décaper la peau, de se livrer aux chirurgies pour avoir à modifier la forme de son nez. La question du port des tissages appartenant à des personnes, des cheveux appartenant à des personnes qui sont décédées en Occident depuis longtemps, est une crise d'identité. L'Africain n'est pas fier de ce qu'il est. Je soulève cette question. Le prétexte, la femme africaine, je loue la beauté de la femme africaine. Elle est noire, elle est belle. Elle devrait rester naturelle. De Michael Jackson, ne retenons que son génie artistique. Je le dis, mais psychanalytiquement, ça peut s'expliquer. Quand vous avez, dès le berceau, on apporte des poupées jaune papaye ou couleur jus d'orange aux jeunes filles, quand elles prennent conscience de la vie, elles idéalisent la beauté occidentale. C'est une vraie réflexion. Comment voulez-vous que la poupée qu'on lui donne est une poupée couleur jaune papaye? Quand il va à l'église, la beauté de Marie est une blanche, et l'archange est blanc, et le diable est noir. Comment voulez-vous que l'Africain puisse être fier de sa peau? C'est une vraie réflexion. Je pose la problématique pour que les intellectuels réfléchissent. J'aurais bien voulu, sur cette question du complexe de l'Africain par rapport à ce qu'il est, soit discuté par les intellectuels. Merci Julien Makaya. Nous sommes là déjà au terme de notre entretien. Je rappelle que la question identitaire, n'est-ce pas, demeure une vraie préoccupation dans crise et décadence de l'Afrique noire, n'est-ce pas? La quête identitaire, vous l'abordez dans tous ses sens et dans ce que vous appelez également la transculturalité. Merci d'avoir répondu à cette invitation de Cultura, Julien Makaya. Je rappelle que Julien Makaya est psychologue, clinicien et manager des projets de développement communautaire. Il enseigne la psychologie dans les écoles professionnelles du Congo et travaille comme consultant en psychologie du sida auprès des organisations nationales et internationales. Et Crise et décadence de l'Afrique noire n'est pas votre première publication. Il faut mentionner que vous avez également publié pour une nouvelle gouvernance du Congo-Brazzaville, paru aux éditions L'Harmattan, un essai en 2015, et Métampsychose constitutionnelle en République du Congo, chez la Doxa Édition, essai en 2016. Et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sauve-Gérard. Amis culturels, merci d'avoir été des nôtres. Nous vous disons une fois de plus merci et passez une très belle journée dans vos familles respectives. Nous prenons simplement date pour samedi prochain, 14h. À très bientôt.